sommes-nous juste des robots programmés? Des sortes de véhicules quoi, pilotés par nos gènes, avec leur seul but de se copier encore et encore. C'est une idée qui peut paraître un peu, oui, un peu brutale. Carrément dérangeante même. Ah, ça vient bousculer pas mal de choses sur notre vision de la vie, de l'évolution, et même ce que ça veut dire être altruiste ou égoïste. C'est exactement ça. C'est le cœur de la thèse que Richard Dawkins a développée dans son livre Le gène égoïste. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. D'accord. Cette perspective, bon, elle est fascinante, parfois controversée, c'est vrai. Mais l'objectif ici, c'est pas de juger, pas de dire si c'est bien ou mal. Non, juste comprendre. Voilà, comprendre cette logique évolutive, mais vue, pas depuis l'individu, mais depuis le gène lui-même. Ah oui, d'accord. Donc, on change complètement de point de vue là. On va regarder comment cette idée, elle redéfinit l'altruisme, comment les gènes influencent le comportement, via ce que Dawkins appelle les machines à survie, C'est ça. et même comment leur influence peut aller au-delà du corps. Et puis les conflits aussi, et ces fameux mèmes. Exactement. On va essayer de décomposer tout ça, voir comment cette pensée explique certains comportements qui peuvent paraître paradoxaux dans le monde animal, et peut-être aussi chez nous. Bon, alors, allons-y. Ce changement de perspective, passer de l'individu au gène comme unité de sélection, ça implique quoi concrètement? Ça change tout, j'imagine. Ah oui, c'est un renversement majeur. On a longtemps pensé, et c'est assez intuitif, que la sélection naturelle, elle agissait sur les individus. Les plus adaptés survivent, se reproduisent, etc. Ou alors, parfois, on pensait en termes de bien de l'espèce. Mais Dawkins dit, non, pour vraiment comprendre, il faut descendre d'un niveau. Il faut regarder au niveau du gène. Le gène lui-même. C'est ça. C'est le gène ou plutôt l'information qu'il porte qui cherche à se répliquer, à durer à travers les générations. L'individu, lui, il n'est qu'un véhicule. Temporaire. Attendez. Quand on parle d'un gène égoïste, faut pas imaginer un petit bout d'ADN avec des intentions cachées, une volonté propre. Ah non, surtout pas. C'est une métaphore, bien sûr. Égoïste, ici, ça veut juste dire que les gènes qui persistent, qui se répandent, ce sont ceux dont les effets, qu'ils soient directs ou indirects, favorisent leur propre réplication. D'accord. Même si ça se fait aux dépens d'autres gènes, ou même du bien-être de l'individu qui les porte, l'altruisme et l'égoïsme, du coup, on les redéfinit juste en termes d'effets sur les chances de survie et de reproduction. Pas de jugement moral là-dedans. D'accord. Donc, un comportement altruiste, comme l'abeille qui meurt en piquant pour défendre sa ruche, Oui. ce serait en fait bon pour les gènes qu'elle partage avec la reine, ses sœurs, même si c'est fatal pour elle. Ça paraît tellement contre-intuitif que l'acte ultime de sacrifice soit vu comme une forme d'égoïsme. Mais égoïsme du gène, quoi. C'est exactement ça le paradoxe apparent que cette théorie essaie de résoudre. L'abeille ouvrière, elle ne se reproduit pas directement, en général. Non. Ces gènes y passent à la génération suivante via la reine, à qui elle est très très apparentée. Donc son sacrifice en sauvant la ruche, ça augmente les chances de survie et de reproduction de la reine, et donc de plein de copies des gènes qu'elle partage. Ah, vu comme ça? Du point de vue du gène, cet acte est profitable. Voilà. Et à l'inverse, un goéland qui mange le poussin du voisin, il augmente ses propres chances de survie immédiate. Ça, c'est un comportement biologiquement égoïste, très clair. Et du coup, ça remet sérieusement en cause cette idée un peu confortable, non? Que l'évolution travaillerait pour le bien de l'espèce. Oui, tout à fait. Cette idée, elle est séduisante, on comprend pourquoi, mais elle est difficile à maintenir biologiquement parlant. Imaginez un groupe d'individus tous altruistes. Oui. Il serait super vulnérable à l'arrivée d'un mutant égoïste. Lui, il profiterait des sacrifices des autres sans rien donner en retour. Et ces gènes se répandraient. Exactement. Et il finirait par dominer. Donc la sélection au niveau du gène, ça offre une explication plus robuste, plus stable à l'évolution des comportements sociaux. C'est vraiment important de rappeler, et Dawkins le fait, que décrire ce mécanisme, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre comme ça. C'est fondamental, ça. C'est une description de comment la vie a évolué par sélection naturelle. Ce n'est absolument pas une prescription morale. D'ailleurs, comprendre qu'on pourrait avoir des tendances innées issues de cet héritage égoïste, c'est peut-être justement le premier pas pour choisir consciemment de ne pas les suivre. D'accord. La base est posée, c'est plus clair. Mais alors, comment ces gènes, ces réplicateurs, comment ils construisent ces fameuses machines à survie que nous sommes? Alors,
Tout commence très très loin dans la soupe primordiale. Imaginez des molécules qui, par hasard, deviennent capables de s'autocopier. Les premiers réplicateurs. D'accord. Puis des erreurs de copie. Les mutations. Ça crée de la diversité. Et là, la compétition commence. Les réplicateurs qui sont les plus stables, qui se copient le plus vite, et avec une certaine fidélité, mais pas trop, pour permettre l'adaptation quand même, ceux-là sont favorisés. Et ces réplicateurs, ils ont fini par s'assembler, par coopérer en quelque sorte. Ils ont développé des trucs pour survivre, oui. D'abord, peut-être des enveloppes protectrices, puis des moyens d'attraper des ressources, de bouger. Ces trucs sont devenus de plus en plus complexes. Ça a donné les premières cellules, puis les organismes multicellulaires. Comme nous. Voilà. Nos corps sont le résultat de milliards d'années de cette course à l'armement, si on veut. Des véhicules hyper sophistiqués, construits par des consortiums de gènes qui coopèrent la plupart du temps, en tout cas pour assurer leur transmission commune. Mais la reproduction sexuée, ça vient tout mélanger à chaque génération, non? Comment les gènes peuvent être immortels si nos combinaisons génétiques, elles, sont uniques et mortelles? Ah, c'est là toute l'astuce. La reproduction sexuée, avec la méiose, le brassage génétique, le crossing over, ça casse les équipes de gènes existantes et ça en crée de nouvelles à chaque fois. Donc l'individu, oui, il est unique et mortel, D'accord. mais les gènes eux-mêmes, ces petites unités d'infos, eux, ils sont brassés, copiés, transmis. Un gène performant, un gène qui a du succès, il peut naviguer comme ça à travers les générations, passer d'un corps à l'autre, potentiellement pendant des millions d'années sous forme de copie. Ah oui? C'est en ce sens qu'il est quasi immortel. Alors que nous, les véhicules, on est juste passagers. D'accord, mais si les gènes sont égoïstes, même dans ce sens technique, comment on explique l'altruisme qu'on voit partout? Surtout en famille. On a parlé de l'abeille, mais ça va plus loin que ça. Oui, alors la clé principale pour ça, c'est la sélection de parentèle. C'est une idée qui a été formalisée par W.D. Hamilton. L'idée est assez simple en fait. Aider un parent, c'est indirectement aider des copies de ses propres gènes qui se trouvent chez ce parent. Parce qu'on partage des gènes. Exactement. Et plus le lien de parenté est proche, plus la probabilité de partager un gène donné est élevée. C'est la fameuse règle CBR, c'est ça. Le coût pour celui qui aide doit être inférieur au bénéfice pour celui qui reçoit, multiplié par leur degré de parenté R. Précisément. Entre parents et enfants ou entre frères et sœurs germains, ce R vaut 1,5 en moyenne. Entre cousins germains, c'est 1/8. Donc un gène qui pousserait un individu à faire un sacrifice, disons modéré, C, faible, pour sauver la vie de son frère, B, élevé, et R égale 1,5, ce gène peut se répandre. Oui, parce que le bénéfice indirect pour les copies du gène chez le frère dépasse le coût direct pour l'individu. Les soins parentaux, c'est le cas le plus évident de cette logique. On partage la moitié de nos gènes avec nos enfants. Et comment les animaux reconnaissent leurs parents? Ils font pas de test ADN. Non, bien sûr. Ils utilisent des règles empiriques, des règles simples, qui marchent la plupart du temps. Genre, aide ceux qui sont dans ton nid, ou aide ceux avec qui tu as grandi, ou aide ceux qui te ressemblent ou qui ont la même odeur. D'accord. Mais ces règles peuvent être détournées. L'exemple classique, c'est le coucou. Il pond dans le nid d'une autre espèce Oui, le parasite. et son petit exploite à fond la règle nourrit ceux qui crient le plus fort dans le nid. Il manipule les parents adoptifs. Ok, ça marche pour la famille. Mais on voit aussi de la coopération entre des individus qui ne sont pas apparentés. Ça, comment la théorie du gène égoïste l'explique? Alors là, on entre dans le domaine de l'altruisme réciproque. C'est Robert Trivers qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est le principe du donnant-donnant, où je te gratte le dos si tu me grattes le dos. Une sorte de contrat implicite. Un peu, oui. Je t'aide aujourd'hui en espérant que tu m'aideras demain. Évidemment, ça demande des capacités cognitives un peu plus poussées. Il faut pouvoir reconnaître les individus, se souvenir des interactions passées. Et surtout, repérer les tricheurs. Ceux qui reçoivent mais qui ne donnent jamais en retour. Exactement. Le modèle classique pour étudier ça, c'est le dilemme du prisonnier. Et dans les simulations, la stratégie qui s'en sort souvent le mieux, c'est T for tat, ou donnant-donnant. Qui consiste à... Coopérer au premier contact, et ensuite faire exactement ce que l'autre a fait au coup précédent. C'est une stratégie qui est sympa au départ, mais qui ne se laisse pas exploiter. Elle est coopérative mais pas naïve. C'est ça. Les stratégies qui réussissent bien dans ce genre de situation sont souvent gentilles, elles ne trahissent jamais en premier, elles sont rancunières, elles punissent la trahison,
Mais elles sont aussi indulgentes. Elles sont prêtes à pardonner et à recommencer à coopérer si l'autre redevient coopératif. Et on voit ça dans la nature. Oui, on pense au toilettage mutuel chez les primates, par exemple, ou à certaines symbioses, comme les poissons nettoyeurs qui déparasitent de plus gros poissons, même s'il y a des imitateurs tricheurs, ou encore le partage de sang chez les chauves-souris vampires entre individus qui ne sont pas forcément très proches. C'est une coopération conditionnelle, basée sur un calcul d'intérêt, à long terme. D'accord. Mais même avec ces mécanismes d'altruisme de parentèle ou réciproque, cette logique égoïste des gènes doit quand même créer des tensions, non? Des conflits d'intérêts. Par exemple, entre parents et enfants. Ah oui, tout à fait. C'est un autre apport important de Trivers. Il y a un conflit d'intérêts génétique intégré. Pourquoi? Parce qu'un parent est lié de la même manière, en moyenne R égale 1,5, à tous ses enfants. Il a donc intérêt, génétiquement parlant, à répartir ses ressources, son temps, sa nourriture de façon assez équitable pour maximiser le nombre total de descendants qui survivent. Logique. Mais l'enfant? Mais l'enfant, lui, il est lié à 100% à lui-même, R égale 1, et seulement à 50% à ses frères et sœurs actuels ou futurs, R égale 1,5. Du coup, il a intérêt, toujours au sens génétique, à réclamer plus que sa part équitable de ressources parentales. Jusqu'à un certain point, j'imagine. Oui, jusqu'au point où le coût pour ses frères et sœurs, en termes de chances de survie diminuées, devient trop grand par rapport aux bénéfices pour lui-même. Plus précisément, jusqu'à ce que le coût net pour les frères et sœurs soit le double du bénéfice pour lui. C'est le fameux conflit autour du sevrage, par exemple. L'enfant qui veut continuer à téter, le parent qui veut garder des ressources pour la prochaine portée. Exactement. Et l'enfant pourrait même manipuler le parent. Comment ça? Potentiellement, par des pleurs excessifs pour signaler une faim plus grande qu'elle ne l'est, ou en adoptant un comportement de petit dernier chétif pour attirer plus de soins. Ce sont des stratégies comportementales qu'on peut interpréter sous l'angle de ce conflit d'intérêt génétique qui est sous-jacent. Le cri surpuissant du jeune coucou dans le nid adoptif, c'est un peu ça, poussé à l'extrême? C'est un exemple extrême de manipulation, oui. Il monopolise complètement ses parents adoptifs. D'accord. Et, et la bataille des sexes? D'où vient le conflit ici? C'est encore une histoire de gènes? Oui, ça vient d'une asymétrie fondamentale dès le départ au niveau des gamètes. Les ovules, les gamètes femelles, sont gros, contiennent des réserves, sont rares et coûteux à produire. Les spermatozoïdes, les gamètes mâles, sont petits, mobiles, nombreux et peu coûteux. C'est ce qu'on appelle l'anisogamie. Et ça a des conséquences énormes. Fondamentale. La femelle investit beaucoup plus dans chaque gamète, dans chaque tentative de reproduction dès le départ. Elle a donc potentiellement plus à perdre d'un mauvais choix de partenaire ou si le mâle l'abandonne juste après la fécondation. Ce qui veut dire qu'elle devrait être plus sélective. Plus exigeante. C'est la tendance générale qu'on observe, oui. Les femelles sont souvent le sexe dit limitant, parce que leurs ovules sont la ressource rare, donc elles sont souvent plus exigeantes dans le choix du partenaire. Les mâles, eux, ayant moins investi au départ dans chaque gamète, ont potentiellement intérêt, du point de vue de leur gène, à essayer de multiplier les fécondations. D'où des stratégies différentes qui s'affrontent un peu. Exactement. Les femelles peuvent développer des stratégies pour évaluer l'engagement du mâle, exiger des preuves d'investissement avant d'accepter l'accouplement, une parade nuptiale longue et coûteuse, la construction d'un nid, des offrandes de nourriture. C'est ce que Dawkins appelle la stratégie du bonheur domestique. Ou alors, Si elles ne peuvent pas obtenir d'aide du mâle, elles peuvent choisir les mâles sur la base de signes extérieurs, de bons gènes. Des signes de force, de santé, de vigueur, des ornements spectaculaires. C'est la stratégie du mâle de qualité, ou He-Man, comme dit Dawkins. ce qui nous amène à la sélection sexuelle. Avec des trucs parfois complètement fous, comme la queue du paon. Oui, c'est très extravagant, comme la queue du paon, qui semble être un handicap pour la survie, Carrément. pourraient en fait être des signaux honnêtes de la qualité génétique du mâle. Regardez, je suis tellement fort et en bonne santé que je peux me permettre de traîner cet énorme truc. C'est le principe du handicap de Zahavi. Ou alors, un emballement évolutif où les femelles préfèrent un trait, et du coup les mâles qui ont ce trait sont plus choisis, et les filles qui préfèrent ce trait ont des fils qui l'auront. Un cercle vicieux en quelque sorte. Et juste une question. Pourquoi le ratio des sexes reste souvent proche de 1 pour 1? Si un mâle peut féconder plein de femelles, on pourrait penser qu'il y aurait moins de mâles. Ah, ça c'est l'argument classique de Fischer. Imaginez qu'il y ait, disons, beaucoup plus de femelles que de mâles.
À ce moment-là, un couple qui aurait la capacité de produire plus de fils que la moyenne aurait un avantage. Leurs fils auraient plus de chances de se reproduire que les fils des autres. D'accord. Donc, les gènes favorisant la production de fils se répandraient. Et ça ramènerait le ratio vers 1 pour 1. Et inversement, si les mâles devenaient plus nombreux. C'est ce qu'on appelle une stratégie évolutivement stable. Fascinant. Bon, on va pousser l'idée encore plus loin. L'influence d'un gène, elle ne s'arrête pas aux frontières du corps qu'il porte. C'est ça le concept du phénotype étendu. Ça me paraît encore plus abstrait. Oui, c'est une des idées les plus puissantes, je trouve, et les plus étendues de Dawkins, développée dans un livre ultérieur. Le phénotype, normalement, ce sont les caractéristiques observables d'un organisme, sa taille, sa couleur, son comportement. Oui. Le phénotype étendu, ça inclut tous les effets qu'un gène a sur le monde, y compris en dehors du corps de l'organisme qui le porte. Vous avez des exemples concrets? Bien sûr, la toile de l'araignée, le barrage du castor, ce ne sont pas des parties du corps de l'animal, mais ce sont des constructions qui résultent directement de comportements dictés par ces gènes. Et ces constructions affectent directement sa survie et sa reproduction, et donc la survie et la réplication de ces gènes. D'accord, ça je vois. Mais ça va plus loin? Ah oui, beaucoup plus loin. Pensez à un parasite qui manipule le comportement de son hôte pour favoriser sa propre transmission. Il y a ce champignon, par exemple, Ophiocordyceps, qui infecte des fourmis. Le champignon zombie. Voilà. Il force la fourmi à grimper en hauteur, à s'accrocher à une feuille, et là, elle meurt. Et le champignon peut alors tranquillement disperser ses spores depuis cette position idéale. Eh bien, ce comportement de la fourmi, grimper et s'accrocher, fait partie du phénotype étendu des gènes du champignon. C'est incroyable. Et un peu effrayant quand même. Le comportement d'un animal pourrait servir des intérêts de gènes qui ne sont même pas les siens. C'est exactement ça l'idée. Le théorème central du phénotype étendu, c'est que le comportement d'un animal tend à maximiser la survie des gènes responsables de ce comportement. Peu importe où ces gènes se trouvent physiquement, que ce soit dans son propre corps ou dans celui d'un autre organisme, comme un parasite. Ça renforce encore plus cette idée du gène comme l'unité fondamentale, le réplicateur. Tout à fait. Le gène est le réplicateur fondamental, l'unité de sélection. Et le corps, l'organisme, c'est le véhicule construit par les gènes. Mais parfois, l'influence des gènes s'étend au-delà du véhicule immédiat. Cette distinction entre réplicateur et véhicule, elle semble vraiment essentielle dans toute cette théorie. Elle l'est. Et elle aide aussi à comprendre pourquoi la plupart des formes de vie complexes passent par un stade unicellulaire à chaque génération. Un œuf, une spore. C'est ce que Dawkins appelle le goulot d'étranglement du cycle de vie. Pourquoi c'est important ce passage par une seule cellule? Ça a plusieurs conséquences cruciales. D'abord, ça permet de remettre les compteurs à zéro pour le développement embryonnaire, de repartir d'un plan bien défini. Ensuite, et surtout, ça assure que toutes les cellules du futur organisme partagent exactement les mêmes gènes. Elles ont donc des intérêts parfaitement alignés. Ce qui favorise la coopération entre les cellules. Exactement. Ça favorise la coopération cellulaire et l'évolution d'organismes complexes, cohérents, fonctionnels, où la sélection agit au niveau de l'organisme entier, du véhicule. Si la reproduction se faisait juste par fragmentation, comme certaines algues, des conflits génétiques pourraient apparaître à l'intérieur de l'organisme, entre lignées cellulaires mutantes, et ça freinerait l'évolution de la complexité. D'accord. Bon, pour finir, on pourrait aborder une idée encore plus spéculative, peut-être. Les mèmes, des réplicateurs culturels. Oui, c'est un terme que Dawkins a forgé par analogie directe avec les gènes. Un mème, ce serait une unité d'information culturelle. Ça peut être une idée, une mélodie, une mode vestimentaire, une technique, une croyance, quelque chose qui se propage d'un esprit à l'autre par imitation au sens large du terme. Donc, comme les gènes se copient biologiquement, les mèmes se copieraient culturellement. C'est ça l'analogie. Ils se répliquent en passant d'un cerveau à un autre via le langage, l'écriture, l'observation, l'enseignement. Et ils pourraient évoluer, muter, sélectionner, en compétition les uns avec les autres pour l'espace dans nos cerveaux, dans notre culture. C'est l'idée provocatrice, oui. Pensez à la façon dont une chanson devient populaire, ou un slogan politique se répand, ou même des concepts religieux. Certains mèmes ont plus de succès que d'autres. Ils se font copier et transmettre plus efficacement. Ils peuvent muter en cours de route, se combiner avec d'autres mèmes pour former des complexes de mèmes co-adaptés, comme une idéologie politique ou une religion organisée avec ses rituels, ses dogmes, etc.
Dawkins analyse même le succès du même Dieu comme ça. Oui, il suggère qu'on peut analyser son succès en termes d'attrait psychologique. Il répond à des questions existentielles, offre du réconfort et de mécanismes qui assurent sa propre survie, comme le concept de foi, qui le rend résistant à la réfutation par l'épreuve. Ça voudrait dire que nos idées, elles ont une sorte de vie propre, indépendante de nous. C'est un peu vertigineux. C'est une façon de voir les choses, oui, assez provocatrice. L'idée principale, c'est que la culture introduit un nouveau type d'évolution, beaucoup plus rapide que l'évolution génétique, et qui suit ses propres règles avec ses propres réplicateurs, les mêmes. Et il peut y avoir conflit entre les deux? Entre gènes et mèmes? Potentiellement, oui. Les intérêts des gènes sont liés à la survie biologique et à la reproduction de l'individu. Les intérêts des mèmes sont liés à leur propre propagation culturelle. Parfois, ça coïncide, mais pas toujours. Le mème du célibat sacerdotal, par exemple. Oui. C'est clairement mauvais pour la transmission des gènes de l'individu qui l'adopte. Mais ça peut être excellent pour la propagation et la cohésion du complexe de mème religieux auquel il appartient. Du coup, ce qui nous rend peut-être uniques, nous les humains, c'est cette cohabitation, parfois conflictuelle, entre nos gènes et nos mèmes. Et surtout, notre conscience de tout ça. Exactement. Notre capacité à transmettre la culture de façon si développée, et puis surtout notre capacité à la réflexion, à la prévoyance consciente, ça nous donne une marge de manœuvre assez unique dans le monde vivant. Alors, pour résumer un peu tout ça, voir le monde à travers le regard du gène égoïste, c'est un outil intellectuel assez puissant quand même. Ça éclaire d'un jour nouveau. L'évolution du comportement social, l'altruisme, la coopération, les conflits. Oui, En partant de cette unité fondamentale, le gène, ce réplicateur qui construit des véhicules et qui étend son influence parfois bien au-delà. et il faut vraiment insister une dernière fois, c'est une explication des mécanismes évolutifs, ce n'est pas une feuille de route morale, ni une justification de l'égoïsme au sens courant. Savoir d'où viennent potentiellement certaines de nos tendances ne nous condamne absolument pas à les suivre aveuglément. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut laisser nos auditeurs réfléchir, avec cette pensée finale tirée de la source. Même si nous sommes construits comme des machines à gènes et cultivés comme des machines à mèmes, nous avons le pouvoir de nous retourner contre nos créateurs. Nous sommes les seuls sur Terre à pouvoir nous rebeller contre la tyrannie des réplicateurs égoïstes. Voilà une belle conclusion. De quoi méditer, en effet, sur notre nature. Et sur la liberté que nous donne, peut-être, notre propre conscience.